Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour. Au cours de ce cycle de biologie du développement et de la reproduction, nous aborderons les principales notions d'histologie et de physiologie, de la gamétogénèse, de la fécondation et du développement embryonnaire, depuis la première jusqu'à la 4e semaine. Nous aurons également l'occasion, soit dans les cours multimédia, soit lors des enseignements présentiels interactifs, d'élargir ou d'illustrer ces notions de physiologie par quelques exemples tirés de la pathologie. Voyons maintenant, dans ce premier chapitre, quelques généralités sur la procréation, la méiose et la spermatogénèse. Vous aurez besoin, pour bien comprendre les notions relatives à la méiose, de connaître les grandes notions du cycle cellulaire et de la mitose. Bonjour. Commençons donc par quelques généralités sur la procréation sexuée. Commençons donc tout d'abord une précision de terminologie. On emploie souvent le terme de reproduction pour ce qui concerne la création d'un nouvel individu. Dans le cas des espèces à reproduction sexuée, le terme de procréation devrait être privilégié, car tout nouvel individu est génétiquement différent de ses parents. On ne reproduit donc pas à l'identique, mais on crée de la diversité. Cette diversité génétique des individus est un élément essentiel à la survie des espèces. Nous essaierons dans ces cours de privilégier le terme de procréation, mais vous trouverez le terme de reproduction de façon très répandue dans le langage et les ouvrages de référence. Dans le cas d'une procréation sexuée, ce nouvel individu provient de la fusion de deux gamètes, un gamète femelle ou ovocyte et un gamète mâle ou spermatozoïde. Cette fusion forme un œuf fécondé ou zygote. Cet œuf fécondé va se diviser ensuite par mitose, puis va subir de nombreux processus de différenciation cellulaire au cours de la vie embryonnaire, puis de la vie fœtale, puis de la vie postnatale, pour aboutir à un individu lui-même capable de procréer. La procréation sexuée permet donc aux espèces de se perpétuer en présentant l'immense avantage de créer une grande diversité génétique, puisque chaque individu est génétiquement différent l'un de l'autre. Tout d'abord, une précision de terminologie. On dénomme gamètes les cellules capables, après fusion, de former un embryon. Ces cellules sont issues des gonades et constituent la forme la plus différenciée de la lignée germinale. Ces gamètes doivent remplir 3 conditions. On dénomme gamètes les cellules capables, après fusion, de former un embryon. Ces cellules sont issues des gonades et constituent la forme la plus différenciée de la lignée germinale. Ces gamètes doivent remplir 3 conditions. On dénomme gamètes les cellules capables, après fusion, de former un embryon. Ces cellules sont issues des gonades et constituent la forme la plus différenciée de la lignée germinale. Ces gamètes doivent remplir 3 conditions. On dénomme gamètes les cellules capables, après fusion, de former un embryon. Ces cellules sont issues des gonades et constituent la forme la plus différenciée de la lignée germinale. Ces gamètes doivent remplir 3 conditions. On dénomme gamètes les cellules capables, après fusion, de former un embryon. Ces cellules sont issues des gonades et constituent la forme la plus différenciée de la lignée germinale. Ces gamètes doivent remplir 3 conditions. On dénomme gamètes les cellules capables, après fusion, de former un embryon. Ces cellules sont issues des gonades et constituent la forme la plus différenciée de la lignée germinale. Toutes les cellules de l'organisme contiennent de l'ADN qui s'organise en chromosomes lors des divisions cellulaires. Vous avez sur la photo l'illustration de ces chromosomes tels qu'on peut les voir lorsqu'on fait un karyotype sur des cellules en division. Toutes les cellules de l'organisme contiennent de l'ADN qui s'organise en chromosomes lors des divisions cellulaires. Vous avez sur la photo
l'illustration de ces chromosomes tels qu'on peut les voir lorsqu'on fait un karyotype sur des cellules en division. Toutes les cellules de l'organisme contiennent de l'ADN qui s'organise en chromosomes lors des divisions cellulaires. Vous avez sur la photo l'illustration de ces chromosomes tels qu'on peut les voir lorsqu'on fait un karyotype sur des cellules en division. Toutes les cellules de l'organisme contiennent de l'ADN qui s'organise en chromosomes lors des divisions cellulaires. Vous avez sur la photo l'illustration de ces chromosomes tels qu'on peut les voir lorsqu'on fait un karyotype sur des cellules en division. Toutes les cellules de l'organisme contiennent de l'ADN qui s'organise en chromosomes lors des divisions cellulaires. Vous avez sur la photo l'illustration de ces chromosomes tels qu'on peut les voir lorsqu'on fait un karyotype sur des cellules en division. Toutes les cellules de l'organisme contiennent de l'ADN qui s'organise en chromosomes lors des divisions cellulaires. Vous avez sur la photo l'illustration de ces chromosomes tels qu'on peut les voir lorsqu'on fait un karyotype sur des cellules en division. Toutes les cellules de l'organisme contiennent de l'ADN qui s'organise en chromosomes lors des divisions cellulaires. Vous avez sur la photo l'illustration de ces chromosomes tels qu'on peut les voir lorsqu'on fait un karyotype sur des cellules en division. Toutes les cellules de l'organisme contiennent de l'ADN qui s'organise en chromosomes lors des divisions cellulaires. Vous avez sur la photo l'illustration de ces chromosomes tels qu'on peut les voir lorsqu'on fait un karyotype sur des cellules en division. Toutes les cellules de l'organisme contiennent de l'ADN qui s'organise en chromosomes lors des divisions cellulaires. Vous avez sur la photo l'illustration de ces chromosomes tels qu'on peut les voir. Au niveau des gamètes, ce sera différent. Les gamètes sont dits haploïdes, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent qu'un exemplaire du génome et sont donc constitués d'un seul chromosome de chaque paire. Chaque gamète va donc contenir 23 chromosomes ou petit n chromosomes. Petit n fera toujours référence à la quantité de génome haploïde. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur ces illustrations de karyotypes de gamètes, l'ovocyte contient 23 chromosomes dont un chromosome X, tandis que le spermatozoïde pourra contenir 23 chromosomes dont un X ou 23 chromosomes dont un chromosome Y. Au niveau des gamètes, ce sera on va ainsi pouvoir passer, 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 on va ainsi pouvoir. Voyons donc maintenant les grands principes et les grandes étapes de cette méiose. Voyons donc maintenant, la méiose se déroule uniquement dans les cellules de la lignée germinale et elle constitue une des étapes majeures de la gamétogénèse, qu'il s'agisse de la spermatogénèse dans le gamète mâle ou de l'ovogénèse dans le gamète femelle. Au cours de la méiose, il y aura 2 divisions cellulaires consécutives, faisant suite à une seule phase de réplication de l'ADN. On pourra donc ainsi, à partir d'une cellule diploïde, à 2n chromosomes, aboutir à 4 cellules haploïdes, à n chromosomes. Les processus mis en œuvre au cours de cette méiose, et notamment les étapes initiales, vont permettre par ailleurs un réarrangement. La méiose se déroule uniquement dans les cellules de la lignée germinale et elle constitue une des étapes majeures de la gamétogénèse,
qu'il s'agisse de la spermatogénèse dans le gamète mâle ou de l'ovogénèse dans le gamète femelle. Au cours de la méiose, il y aura 2 divisions cellulaires consécutives, faisant suite à une seule phase de réplication de l'ADN. On pourra donc ainsi, à partir d'une cellule diploïde, à 2N chromosomes, il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la méiose et de la mitose, et il est intéressant de comparer les caractéristiques respectives de la... Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Avant d'entrer dans le détail des événements à l'échelle cellulaire, voici une vue d'ensemble de la méiose. Si l'on veut résumer les grandes notions que nous venons de voir, la méiose 1 divise par 2 le nombre de chromosomes, elle est dite réductionnelle, alors que la méiose 2 divise par 2 la quantité d'ADN, elle est dite équationnelle. La méiose 1 est précédée d'une phase S, contrairement à la méiose 2, et ce sont les chromosomes homologues qui sont distribués entre les deux cellules filles
lors de la méiose 1, tandis que la méiose 2 permet la ségrégation des chromatides sœurs. Si l'on veut résumer les grandes notions que nous venons de voir, la méiose 1 divise. Nous allons maintenant détailler chacune des étapes de ces deux divisions méiotiques, en s'attardant plus particulièrement sur la prophase et les différentes étapes de cette prophase au niveau de la méiose 1. Nous allons maintenant détailler chacune des étapes de ces deux divisions méiotiques, en s'attardant plus particulièrement sur la prophase et les différentes étapes de cette prophase au niveau de la méiose 1. Nous allons maintenant détailler chacune des étapes de ces deux divisions méiotiques, en s'attardant plus particulièrement sur la prophase et les différentes étapes de cette prophase au niveau de la méiose. La prophase de première division méiotique est divisée en 5 stades: leptotène, zygotène, pachystène, diplotène et diacinèse. Afin de faciliter la compréhension, les schémas suivants sur la partie gauche des diapositives présentent un génome réduit à 2 paires de chromosomes homologues. Ceci suffira amplement pour que vous puissiez comprendre. Au stade leptotène, les chromosomes deviennent apparents. Ils sont dupliqués, c'est-à-dire formés de 2 chromatides sœurs. La prophase de première division méiotique est divisée en 5 stades: leptotène, zygotène, pachystène, diplotène et diacinèse. Afin de faciliter la compréhension, les schémas suivants sur la partie gauche des diapositives présentent un génome réduit à 2 paires de chromosomes homologues. Ceci suffira amplement pour que vous puissiez comprendre. Au stade leptotène, les chromosomes. Au stade zygotène, la migration des centrioles vers les pôles opposés de la cellule se poursuit. Les chromosomes homologues de chaque paire commencent à s'apparier, c'est le synapsis. Cet appariement est rendu possible grâce à la mise en place du complexe synaptonémal, qui est une structure protéique se formant entre les chromosomes homologues de chaque paire. Au stade zygotène, la migration des centrioles vers les pôles. La prophase se poursuit ensuite par le stade pachystène, qui est le stade le plus long de cette prophase. À titre d'exemple, chez l'homme, il dure 16 jours pour une durée totale de méiose 1 de 23 jours. C'est chez le mâle que cette prophase 1 a été la mieux analysée sur matériel testiculaire. Grâce au complexe synaptonémal, les chromosomes homologues sont maintenant appariés sur toute leur longueur. Ce complexe synaptonémal va fonctionner un petit peu comme une sorte de fermeture éclair. Le synapsis, ou appariement des chromosomes, est donc complet. De ce fait, les chromosomes apparaissent plus courts et plus épais. Ils forment des bivalents de chromosomes ou tétrades de chromatides. Ces bivalents, la prophase se poursuit ensuite par le stade pachystène, qui est le stade le plus long de cette prophase. À titre d'exemple, chez l'homme, il dure 16 jours pour une durée totale de méiose 1 de 23 jours. C'est chez le mâle que cette prophase 1 a été la mieux analysée sur matériel testiculaire. Grâce au complexe synaptonémal, les chromosomes homologues sont maintenant appariés sur toute leur longueur. Ce complexe synaptonémal va fonctionner un petit peu comme une sorte de fermeture éclair. Le synapsis, ou appariement des chromosomes, est donc complet. De ce fait, les chromosomes apparaissent plus courts et plus épais. Ils forment des bivalents de chromosomes ou tétrades de chromatides. Ces bivalents, la prophase se poursuit ensuite par le stade pachystène. Voici la structure du complexe synaptonémal. Vous avez sur la gauche une illustration en microscopie électronique telle qu'on peut voir ce complexe synaptonémal avec sa partie centrale qui prend un peu la forme d'une échelle et les chromatides qui sont au niveau latéral de part et d'autre de cette échelle. Sur la droite, vous avez une schématisation de ce complexe synaptonémal.
Au niveau de cette schématisation, les chromatides sœurs d'un chromosome homologue sont les chromatides 1 et 2. Les chromatides sœurs de l'autre chromosome homologue sont les chromatides 3 et 4. Elles sont donc situées de part et d'autre du complexe synaptonémal. Ce complexe synaptonémal comprend des éléments latéraux, protéiques, denses aux électrons, et un élément central relié à ces éléments latéraux par des filaments transverses. On a donc bien une disposition qui ressemble en quelque sorte à une échelle. Tout le long de ce complexe synaptonémal, dans la partie centrale, on voit apparaître des nodules de recombinaison de façon régulière tout au long de ce complexe synaptonémal. Ce complexe va contenir, que ce soit au niveau des barres latérales ou également au niveau des nodules de recombinaison, les éléments protéiques et notamment les enzymes nécessaires au mécanisme des recombinaisons homologues. Nous aurons l'occasion d'illustrer lors de l'enseignement présentiel des situations d'infertilité masculine sévères dans lesquelles on observe des anomalies majeures du complexe synaptonémal. Voici la structure du complexe synaptonémal. Comment fonctionnent ces recombinaisons homologues ou crossing over? Les schématisations ont été faites à l'échelle des chromosomes et ne tiennent donc pas compte de l'organisation au niveau du complexe synaptonémal. Toutefois, vous pouvez tout à fait imaginer comment cela peut se passer au niveau de ce complexe. La première étape était donc l'appariement des chromosomes homologues, nous l'avons vu. Il y a ensuite un enjambement des deux chromatides homologues au niveau d'une zone que l'on appelle un chiasma. Lorsque cet enjambement est réalisé, il y a ensuite nécessité de cassure chromosomique, puis de nouveaux phénomènes de ligation pour aboutir à des recombinaisons homologues. Ceci va donc se faire au niveau des chromatides. Comment fonctionnent ces recombinaisons homologues ou crossing over? Les schématisations ont été faites à l'échelle des chromosomes et ne tiennent donc pas compte de l'organisation au niveau du complexe synaptonémal. Toutefois, vous pouvez tout à fait imaginer comment cela peut se passer au niveau de ce complexe. La première étape était donc l'appariement des chromosomes homologues, nous l'avons vu. Il y a ensuite un enjambement des deux chromatides homologues au niveau d'une zone que l'on appelle un chiasma. Lorsque cet enjambement est réalisé, il y a ensuite nécessité de cassure chromosomique, puis de nouveaux phénomènes de ligation pour aboutir à des recombinaisons homologues. Ceci va donc se faire au niveau des chromatides. Comment fonctionnent ces recombinaisons homologues ou crossing over? Lorsque l'ensemble des crossing over s'est effectué, la prophase se poursuit par le stade diplotène. Il y a au stade diplotène disparition du complexe synaptonémal et donc disparition de la vésicule sexuelle. Les bivalents s'écartent, sauf au niveau des chiasmas, où ils vont rester attachés. Ces chiasmas constituent le support physique des crossing over, nous l'avons vu. Le nombre de chiasmas et leur position varient selon la paire de chromosomes homologues impliqués. La photographie de microscopie électronique dans la partie droite et haute de la... Lorsque l'ensemble des crossing over s'est effectué, la prophase se poursuit par le stade diplotène. Il y a au stade diplotène disparition du complexe synaptonémal et donc disparition de la vésicule sexuelle. Les bivalents s'écartent, sauf au niveau des chiasmas, où ils vont rester attachés. Ces chiasmas constituent le support physique des crossing over, nous l'avons vu. Le nombre de chiasmas et leur position varient selon la paire de chromosomes homologues impliqués. La photographie de microscopie électronique. La prophase va s'achever par le stade de diacinèse. Les chromosomes sont maintenant condensés au maximum et la séparation des chromatides sœurs commence à être mieux visible. Il y a rupture des chiasmas depuis les centromères vers les télomères. Seul l'attachement persistera au niveau des chiasmas distaux.
l'enveloppe nucléaire disparaît et la métaphase va pouvoir commencer. La prophase va s'achever par le stade. Prenons donc le temps sur cette diapositive de résumer les principaux événements que nous avons vus au cours de la prophase de première division de méiose. Au stade leptotène, chaque chromosome dupliqué forme un filament unique, long et fin. Au stade zygotène, les chromosomes homologues commencent à s'apparier. Ils sont réunis sur une partie de leur longueur par le complexe synaptonémal. Ce schéma vous illustre parfaitement ce système de fermeture éclair. Prenons donc le temps sur cette diapositive de résumer les principaux événements que nous avons vus au cours de la prophase de première division de méiose. Au stade leptotène, chaque chromosome dupliqué forme un filament unique, long et fin. Au stade zygotène, les chromosomes homologues commencent à s'apparier. Ils sont réunis sur une partie de leur longueur par le complexe synaptonémal. Ce schéma vous illustre parfaitement ce système de fermeture éclair. Prenons donc le temps sur cette diapositive de résumer les principaux événements que nous avons vus au cours de la prophase de première division de méiose. Au stade leptotène, chaque chromosome dupliqué forme un filament unique, long et fin. Au stade zygotène, les chromosomes homologues commencent à s'apparier. Ils sont réunis sur une partie de leur longueur par le complexe synaptonémal. Ce schéma vous illustre parfaitement ce système de fermeture éclair. Prenons donc le temps sur cette diapositive de résumer les principaux événements que nous avons vus au cours de la prophase de première division de méiose. Le cycle cellulaire de première division méiotique se poursuit donc par une métaphase. En métaphase 1, les bivalents se répartissent de manière particulière dans la cellule. Sous l'effet des forces exercées par les microtubules du fuseau méiotique, les chromosomes homologues de chaque paire vont se disposer au niveau de la plaque équatoriale. Ils sont encore attachés au niveau des chiasmas distaux. Les chiasmas se placent sur cette plaque équatoriale et les centromères vont se positionner de part et d'autre de la plaque équatoriale. L'orientation de ces centromères de part et d'autre de la plaque est donc l'orientation des chromosomes homologues pour migrer vers l'un ou l'autre pôle de la cellule se fait de façon aléatoire pour chaque paire de chromosomes. Le cycle cellulaire de première division méiotique, une fois que la métaphase est bien organisée, elle se poursuit par une anaphase de première division de méiose. Au cours de cette anaphase 1, il y a rupture uniquement des chiasmas et non des centromères. Ceci va permettre la séparation des chromosomes homologues sans qu'il y ait séparation des chromatides sœurs. Chaque chromosome est donc formé de deux chromatides sœurs reliées par un centromère qui reste uni. Toutefois, ces chromatides sœurs sont maintenant le produit des recombinaisons homologues. Il s'agit donc en quelque sorte de chromosomes chimères qui ont subi les mécanismes de crossing over en prophase de première division de méiose. Chaque membre d'une paire chromosomique se dirige vers un pôle opposé de la cellule. C'est la ségrégation des chromosomes homologues. Nous aurons l'occasion, lors de la séance d'enseignement présentiel, de réfléchir à des situations d'anomalie de ségrégation des chromosomes et à leurs conséquences en fertilité humaine. Une fois que la métaphase est bien organisée, la télophase de première division de méiose commence lorsque chaque lot de chromosomes a atteint son pôle respectif. La membrane nucléaire se reconstitue autour des deux lots de chromosomes, puis il y a cytodiérèse, suivie d'une courte interphase sans phase de réplication d'ADN. Chaque cellule fille reçoit donc un chromosome de chaque paire, elle est donc haploïde, mais ces chromosomes sont dupliqués puisqu'ils contiennent deux chromatides sœurs. On passe donc d'une cellule diploïde à 2 N chromosomes à 2 cellules haploïdes à N chromosomes. La télophase de première division de méiose, la deuxième division de méiose, ou méiose 2, est beaucoup plus simple. Elle ressemble à une mitose. La seule différence par rapport à une mitose est que cette méiose 2 ne suit pas une réplication d'ADN. Elle concerne donc des cellules haploïdes. On ne peut donc pas stricto sensu considérer qu'il s'agit d'une mitose. Toutefois,
les événements cellulaires vont être très similaires à une mitose, comme nous allons le voir. La prophase 2 est de courte durée, car les chromosomes sont restés compactés. Il va y avoir mise en place du fuseau de division. Ensuite, en métaphase 2, les chromosomes viennent se placer avec leur centromère sur la plaque équatoriale, puisque le fuseau s'est mis en place. Les chromatides sœurs se disposeront de part et d'autre de cette plaque équatoriale. Pour que l'anaphase puisse se dérouler, il y a division des centromères, ce qui va permettre la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome et leur ascension vers les pôles opposés de la cellule. La méiose 2 permet donc la ségrégation des chromatides sœurs. Enfin, en télophase 2, la cellule se sépare en deux, il y a reconstitution de la membrane nucléaire et cytodiérèse. À l'issue de cette deuxième division méiotique, on passe donc de 2 cellules à N chromosomes contenant 2 chromatides à 4 cellules filles à N chromosomes constituées d'une chromatide. La deuxième division de méiose, la méiose assure donc le brassage de l'information génétique par 2 mécanismes principaux. Le premier mécanisme est un brassage intrachromosomique. Ce sont les recombinaisons homologues en prophase de première division de méiose, suivies d'une ségrégation aléatoire de ces chromosomes homologues. La méiose assure donc le brassage de l'information génétique par 2 mécanismes principaux. Le premier mécanisme est un brassage intrachromosomique. Ce sont les recombinaisons homologues en prophase de première division de méiose, suivies d'une ségrégation aléatoire de ces chromosomes homologues. La méiose assure donc le brassage de l'information génétique par 2 mécanismes principaux. Le premier mécanisme est un brassage intrachromosomique. Ce sont les recombinaisons homologues en prophase de première division de méiose, suivies, nous allons maintenant aborder la gamétogénèse mâle ou spermatogénèse, et ce sera la dernière partie de ce cours. Nous allons maintenant aborder la spermatogénèse est un processus de division et différenciation des cellules germinales mâles qui, à partir de cellules immatures, permet d'obtenir des gamètes mâles matures. Il s'agit d'un processus continu qui débute au moment de la puberté et se poursuivra jusqu'à un âge plus ou moins avancé dans la vie de l'homme. La spermatogénèse est un processus de division et différenciation des cellules germinales mâles qui, à partir de cellules immatures, permet d'obtenir des gamètes mâles. La finalité de la spermatogénèse est de produire un gamète mâle ou spermatozoïde très différencié, dont le rôle sera d'interagir avec le gamète femelle ou ovocyte, et lors de la fécondation, d'intégrer son génome dans cet ovocyte de manière sûre et efficace. Ce spermatozoïde est constitué de 2 parties, une tête et un flagelle. La tête est quasiment dépourvue de cytoplasme, elle contient le noyau haploïde, dont nous verrons qu'il est très condensé, ce qui permettra de protéger le génome du spermatozoïde lors de son long transit, d'abord dans les voies génitales mâles, puis dans les voies génitales femelles. La tête renferme également l'acrosome, contenant de nombreux enzymes et constituant une sorte de poche ou coiffe au niveau de la partie antérieure du noyau spermatique. Cet acrosome sera très important lors de la fécondation. L'autre partie du spermatozoïde est son flagelle. Ce flagelle est constitué de fibres et de microtubules et sera l'élément moteur du spermatozoïde puisqu'il permet au spermatozoïde d'avoir une mobilité indispensable pour sa rencontre avec l'ovocyte. Dans ce flagelle, on identifie une zone riche en mitochondries, c'est la pièce intermédiaire. Ces mitochondries sont elles aussi indispensables à la mobilité puisqu'elles apporteront l'énergie nécessaire à la mobilité du flagelle grâce à l'hydrolyse de l'ATP. La finalité de la spermatogénèse est de produire
un gamète mâle. Le testicule est le lieu de la spermatogénèse. Ces testicules sont des organes pairs symétriques situés dans le scrotum, comme vous en avez l'illustration sur la partie droite de la diapositive. Chaque testicule contient un tissu organisé en lobules. Ces lobules sont séparés par des cloisons ou septa. Chaque lobule testiculaire contient de 2 à 4 tubes séminifères, tubes extrêmement contournés, et ces tubes séminifères s'abouchent dans la partie dorsale du testicule à des tubes droits. On trouve donc un tube droit par lobule testiculaire. Ces tubes droits s'abouchent ensuite dans un système canalaire qui est le rététestis. Les spermatozoïdes qui sont donc produits au niveau de la paroi des tubes séminifères vont être déversés dans la lumière de ces tubes et cheminés vers les tubes droits, puis le rététestis. Ce cheminement des spermatozoïdes ne se fait pas grâce à leur mobilité propre, mais grâce à des contractions de ces tubes séminifères, puis des structures canalaires ultérieures conductrices des spermatozoïdes. Le testicule est le lieu de la spermatogénèse. Ces testicules sont des organes pairs symétriques situés dans le scrotum, comme vous en avez l'illustration sur la partie droite de la diapositive. Chaque testicule contient un tissu organisé en lobules. Ces lobules sont séparés par des cloisons ou septa. Chaque lobule testiculaire contient de 2 à 4 tubes séminifères, tubes extrêmement contournés, et ces tubes séminifères s'abouchent dans la partie dorsale du testicule à des tubes droits. On trouve donc un tube droit par lobule testiculaire. Ces tubes droits s'abouchent ensuite dans un système canalaire qui est le rététestis. Les spermatozoïdes qui sont donc produits au niveau de la paroi des tubes séminifères vont être déversés dans la lumière de ces tubes et cheminés vers les tubes droits, puis le rététestis. Ce cheminement des spermatozoïdes ne se fait pas grâce à leur mobilité propre, mais grâce à des contractions de ces tubes séminifères, puis des structures canalaires ultérieures conductrices des spermatozoïdes. Le testicule est le lieu de la spermatogénèse. Ces testicules sont des organes pairs symétriques situés dans le scrotum, comme vous en avez l'illustration sur la partie droite de la diapositive. Chaque testicule contient un tissu organisé en lobules. Ces lobules sont séparés par des cloisons ou septa. Chaque lobule testiculaire contient de 2 à 4 tubes séminifères, tubes extrêmement contournés, et ces tubes séminifères s'abouchent dans la partie dorsale du testicule à des tubes droits. On trouve donc un tube droit par lobule testiculaire. Ces tubes droits s'abouchent ensuite dans un système canalaire qui est le rététestis. Les spermatozoïdes qui sont donc produits au niveau de la paroi des tubes séminifères vont être déversés dans la lumière de ces tubes et cheminés vers les tubes droits, puis le rététestis. Ce cheminement des spermatozoïdes ne se fait pas grâce à leur mobilité propre, mais grâce à des contractions de ces tubes séminifères, puis des structures canalaires ultérieures conductrices des spermatozoïdes. Le testicule est le lieu de la spermatogénèse. Ces testicules sont des organes pairs symétriques situés dans le scrotum, comme vous en avez l'illustration sur la partie droite de la diapositive. Chaque testicule contient un tissu organisé en lobules. Ces lobules sont séparés. Ce schéma vous illustre l'organisation d'une section de tubes séminifères.
Ce tube séminifère est limité par une membrane propre. On trouvera l'épithélium séminal au-dessus de cette membrane propre et le tissu interstitiel en dessous. Cela va donc délimiter deux compartiments anatomiques et fonctionnels distincts. Au niveau de la paroi du tube séminifère se fera la fonction exocrine ou spermatogénèse. Cet épithélium séminal comprend des cellules de soutien, les cellules de Sertoli, et les cellules germinales, qui se disposent entre ces cellules de Sertoli. Ce schéma vous illustre l'organisation d'une section de tube séminifère. Ce tube séminifère est limité par une membrane propre. On trouvera l'épithélium séminal au-dessus de cette membrane propre et le tissu interstitiel en dessous. Cela va donc délimiter deux compartiments anatomiques et fonctionnels distincts. Au niveau de la paroi du tube séminifère se fera la fonction exocrine ou spermatogénèse. Cet épithélium séminal comprend des cellules de soutien, les cellules de Sertoli, et les cellules germinales, qui se disposent entre ces cellules de Sertoli. Ce schéma vous illustre l'organisation d'une section de tube séminifère. Ce tube séminifère est limité par une membrane propre. On trouvera l'épithélium séminal au-dessus de cette membrane propre et le tissu interstitiel en dessous. Cela va donc délimiter deux compartiments anatomiques et fonctionnels. Cette compartimentalisation des tubes séminifères se matérialise également à travers l'organisation d'une barrière hématotesticulaire. Vous avez ici une schématisation à une échelle plus importante qui pourrait correspondre à ce que l'on peut voir en microscopie électronique. On trouve au niveau de la partie basse des tubes la membrane propre, ici sous forme d'une lame basale, et des cellules myoïdes de soutien. Ce système définit une barrière étanche, barrière hématotesticulaire, complétée par l'existence à la partie basse des cellules de Sertoli de jonctions serrées entre les cellules de Sertoli adjacentes. Cette compartimentalisation des tubes séminifères se matérialise également à travers l'organisation d'une barrière hématotesticulaire. Vous avez ici une schématisation à une échelle plus importante qui pourrait correspondre à ce que l'on peut voir en microscopie électronique. On trouve au niveau de la partie basse des tubes la membrane propre, ici sous forme d'une lame basale, et des cellules myoïdes de soutien. Ce système définit une barrière étanche, barrière hématotesticulaire, complétée par l'existence à la partie basse des cellules de Sertoli de jonctions serrées entre les cellules de Sertoli adjacentes. Cette compartimentalisation des tubes séminifères se matérialise également à travers l'organisation d'une barrière hématotesticulaire. Vous avez ici une schématisation à une échelle plus importante qui pourrait correspondre à ce que l'on peut voir en microscopie électronique. On trouve au niveau de la partie basse des tubes la membrane propre, ici sous forme d'une lame basale, et des cellules myoïdes de soutien. Ce système définit une barrière étanche, barrière hématotesticulaire, complétée par l'existence à la partie basse des cellules de Sertoli de jonctions. La spermatogénèse se déroule donc au niveau des tubes séminifères. Elle va avoir lieu de la partie basale vers la partie luminale des tubes, donc de la périphérie vers le centre des tubes. Au niveau basal, les cellules les moins différenciées sont les spermatogonies.
Ces cellules vont permettre un autorenouvellement. La spermatogénèse se déroule donc au niveau des tubes séminifères. Elle va avoir lieu de la partie basale vers la partie luminale des tubes, donc de la périphérie vers le centre des tubes. Au niveau basal, les cellules les moins différenciées sont les spermatogonies. Ces cellules vont permettre un autorenouvellement. La spermatogénèse se déroule donc au niveau des tubes séminifères. Elle va avoir lieu de la partie basale vers la partie luminale des tubes, donc de la périphérie vers le centre des tubes. Au niveau basal, les cellules les moins différenciées sont les spermatogonies. Ces cellules vont permettre un autorenouvellement. La spermatogénèse se déroule donc au niveau des tubes séminifères. Voyons donc en premier lieu les spermatogonies, cellules souches diploïdes à 2 N chromosomes. Ces cellules sont localisées contre la membrane propre des tubes à la base de l'épithélium séminal. Ces spermatogonies sont reliées entre elles par des ponts intercellulaires et ces ponts vont persister tout au long de la spermatogénèse. Ceci permet une synchronisation des processus de division cellulaire. Les spermatogonies sont de petites cellules arrondies de 10 à 15 microns de diamètre contenant un noyau ovoïde et un cytoplasme relativement clair. On différenciera selon l'aspect du noyau 3 types de spermatogonies, des spermatogonies sombres ou dark à chromatine dense, des spermatogonies pâles ou claires et des spermatogonies B dont la chromatine a une disposition motée irrégulière. Les spermatogonies sombres ou dark constituent le pool de réserve des spermatogonies et s'autorenouvellent par mitose. Les spermatogonies B sont celles qui vont se différencier et qui marqueront l'entrée des cellules dans la spermatogénèse. Voyons donc en premier lieu les spermatogonies. Le deuxième type cellulaire de la spermatogénèse, ce sont les spermatocytes, qui sont les cellules méiotiques, qui vont subir les divisions de méiose 1 et de méiose 2. Ces spermatocytes sont des cellules arrondies et volumineuses. Il s'agit là des spermatocytes 1. Elles sont situées plus à distance de la membrane propre que les spermatogonies. Le deuxième type cellulaire de la spermatogénèse, ce sont les spermatocytes, qui sont les cellules méiotiques, qui vont subir les divisions de méiose 1 et de méiose 2. Ces spermatocytes sont des cellules arrondies et volumineuses. Il s'agit là des spermatocytes 1. Elles sont situées plus à distance de la membrane propre que les spermatogonies. Le deuxième type cellulaire de la spermatogénèse, ce sont les spermatocytes, qui sont les cellules méiotiques, qui vont subir les divisions de méiose 1 et de méiose 2. Ces spermatocytes sont des cellules arrondies et volumineuses. Il s'agit là des spermatocytes 1. Elles sont situées plus à distance de la membrane propre que les spermatogonies. Le deuxième type cellulaire de la spermatogénèse, ce sont les spermatocytes, qui sont les cellules méiotiques, qui vont subir les divisions de méiose 1 et de méiose 2. Ces spermatocytes sont des cellules arrondies et volumineuses. Il s'agit là des spermatocytes 1. Elles sont situées plus à distance de la membrane propre que les spermatogonies. Le deuxième type cellulaire de la spermatogénèse, ce sont les spermatocytes, qui sont les cellules méiotiques, qui vont subir les divisions de méiose 1 et de méiose 2. Ces spermatocytes sont des cellules arrondies et volumineuses. Il s'agit là des spermatocytes 1. Elles sont situées plus à distance de la membrane propre que les spermatogonies. Le deuxième type cellulaire de la spermatogénèse, ce sont les spermatocytes, qui sont les cellules méiotiques, qui vont subir les divisions de méiose 1 et de méiose 2. Ces spermatocytes sont des cellules arrondies et volumineuses. Il s'agit là des spermatocytes 1. Elles sont situées plus à distance de la membrane propre que les spermatogonies. Le deuxième type cellulaire de la spermatogénèse, ce sont les spermatocytes, qui sont les cellules méiotiques, qui vont subir les divisions de méiose 1 et de méiose 2. Ces spermatocytes sont des cellules arrondies et volumineuses. Il s'agit là des spermatocytes 1. Elles sont situées plus à distance de la membrane propre que les spermatogonies. Le deuxième type cellulaire de la spermatogénèse, ce sont les spermatocytes,
qui sont les cellules méiotiques, qui vont subir les divisions de méiose 1 et de méiose 2. Ces spermatocytes sont des cellules arrondies et volumineuses. Il s'agit là des spermatocytes 1. Elles sont situées plus à distance de la membrane propre que les spermatogonies. Le deuxième type cellulaire, lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation et de maturation cellulaire qui est la spermiogénèse. Lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation et de maturation cellulaire qui est la spermiogénèse. Lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation et de maturation cellulaire qui est la spermiogénèse. Lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation et de maturation cellulaire qui est la spermiogénèse. Lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation et de maturation cellulaire qui est la spermiogénèse. Lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation et de maturation cellulaire qui est la spermiogénèse. Lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation et de maturation cellulaire qui est la spermiogénèse. Lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation et de maturation cellulaire qui est la spermiogénèse. Lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation. Si l'on veut donc résumer les différents types de spermatides observés lors de la spermiogénèse, ces spermatides sont des cellules haploïdes issues de la méiose. Elles sont localisées près de la lumière des tubes séminifères. Il s'agit de petites cellules, 6 à 7 microns de diamètre pour les spermatides rondes, qui ensuite vont s'allonger. Vous avez une schématisation de ces spermatides en cours d'élongation et dont le noyau va se condenser. Stade final, spermatides en cours de condensation. Ces spermatides condensés ont un noyau qui deviendra plus petit, plus sombre et très allongé. Si l'on veut donc résumer les différents types
de spermatides observés. Cette diapositive vous illustre le spermatozoïde tel qu'on peut l'observer à l'échelle de la microscopie électronique. On y retrouve donc un noyau très condensé qui a une forme effilée, pointue, coiffé de son acrosome. Ce noyau repose sur une plaque dense au niveau de l'espace nucléaire postérieur. Cette diapositive vous illustre le spermatozoïde tel qu'on peut l'observer à l'échelle de la microscopie électronique. On y retrouve donc un noyau très condensé qui a une forme effilée, pointue, coiffé de son acrosome. Ce noyau repose sur une plaque dense au niveau de l'espace nucléaire postérieur. Cette diapositive vous illustre le spermatozoïde tel qu'on peut l'observer à l'échelle de la microscopie électronique. On y retrouve donc un noyau très condensé qui a une forme effilée, pointue, coiffé de son acrosome. Ce noyau repose sur une plaque dense au niveau de l'espace nucléaire postérieur. Cette diapositive vous illustre le spermatozoïde tel qu'on peut l'observer à l'échelle de la microscopie électronique. On y retrouve donc un noyau très condensé qui a une forme effilée, pointue, coiffé de son acrosome. Ce noyau repose sur une plaque dense au niveau de l'espace nucléaire postérieur. Cette diapositive vous illustre le spermatozoïde tel qu'on peut l'observer à l'échelle de la microscopie électronique. On y retrouve donc un noyau très condensé qui a une forme effilée, pointue, coiffé de son acrosome. Cette diapositive vous illustre 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 Cette diapositive. La durée de la spermatogénèse est variable selon les espèces. Chez l'homme, elle est d'environ 74 jours. Une spermatogonie qui entre en spermatogénèse a une durée de vie de 27 jours. La méiose 1 durera 23 jours, dont 16 jours sont dévolus au seul stade pachystène. La méiose 2 est beaucoup plus brève, ne durant qu'une seule journée. Nous l'avons vu, c'est pour cela qu'on observe rarement des spermatocytes 2 au niveau de biopsie testiculaire. Enfin, la spermiogénèse dure environ 23 jours. Il est important de noter également que le fonctionnement normal d'un testicule s'accompagne d'un taux élevé d'apoptose cellulaire dans la lignée germinale. La durée de la spermatogénèse est variable selon les espèces. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin,
nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques éléments de régulation neuroendocrine de la spermatogénèse. Enfin, nous terminons ce cours par quelques